On va commencer la génétique par le cours le syndrome de l'X fragile qui est un cours très important, il trouve بزاف l'examen. Le cours on va voir ensemble l'hérédité, le diagnostic clinique et biologique, le diagnostic prénatal, le conseil génétique ainsi que la prise en charge. Une petite introduction, le syndrome de l'X fragile, c'est la cause la plus fréquente du retard mental héréditaire. Un diagnostic précoce est nécessaire avec une enquête familiale approfondie pour faire une prise en charge bien adaptée des patients et de leurs familles, surtout les femmes vectrices, et pour la mise en œuvre d'un conseil génétique approprié. Malheureusement, le diagnostic le syndrome HADA, il se fait trop tard en raison de la méconnaissance du syndrome lié et surtout la variabilité de ses formes cliniques. Définir le syndrome de l'X fragile. C'est une maladie héréditaire qui touche le chromosome X avec une cassure au niveau de l'extrémité distale du bras long du chromosome X, d'où le nom de X fragile. Maintenant, on passe au gène. Donc, le gène qui est touché par le syndrome, c'est un gène appelé FMR1. C'est fragile X mental retardation 1. Le gène HADA, il est localisé au niveau du locus fraxa en X, chromosome X, Q, c'est le bras long, 2, 7, 3. Il faut savoir que le gène HADA, il est formé de plusieurs exons. Dans le premier, il contient une répétition bien précise de triplés C, cétosine, guanine, guanine. Le gène il est précédé en 5' par un îlot cétosine, phosphate, guanine, normalement non méthylé sur le X chez l'homme et il est méthylé uniquement sur le X inactivé chez la femme. À titre de rappel, si la cétosine des îlots CPG elle est méthylée, donc la transcription du gène est inhibée. Par contre, si elle est non méthylée, le gène est transcrit en protéines. Par contre, au cours de syndrome de l'X fragile, quelle est l'anomalie moléculaire? Alors, il s'agit d'une expansion instable de la répétition de trinucléotides CGG qui peut augmenter au fil de génération. Maintenant, au cours du syndrome X fragile, le nombre de fois le trinucléotide CGG il va augmenter de taille d'une génération à l'autre. Maintenant, en fonction du nombre de répétitions, on peut distinguer trois types de situations. Si le nombre de trinucléotides CGG il est entre 6 et 50, il s'agit d'une variation normale. Généralement, le plus répandu, c'est d'avoir 30 répétitions. Alors, on va dire que cet état est stable d'une génération à l'autre. Le deuxième type, c'est avoir un nombre de trinucléotides CGG entre 51 et 199. Là, on parle d'une prémutation et on distingue deux cas. Lorsque la mère la transmet, elle transmet la prémutation. L'expansion de trinucléotides, elle augmente de taille. En revanche, si le père transmet la prémutation, on n'aura pas de modification de la taille de l'expansion. Par contre, dans la troisième situation, si le nombre de CGG il est entre 200 et supérieur à 1000, dans ce cas, on parlera d'une mutation complète et on va avoir une méthylation de la cétosine de l'îlot CPG. Par conséquent, on aura absence de transcription du gène FMR1, donc il n'y a pas de production de la protéine FMR. À noter que la protéine FMR, son rôle est toujours inconnu, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est une protéine cytoplasmique, elle lit certaines ARN et elle est abondante dans les neurones, testicules, lymphocytes, fibroblastes et cellules épithéliales. Pour ce qui concerne le diagnostic biologique, alors il faut savoir qu'au début, les chercheurs ont utilisé la technique de cytogénétique comme la seule technique pour la mise en évidence d'une cassure de l'extrémité distale des bras longs du chromosome X chez les sujets atteints du syndrome de l'X fragile, bien sûr après culture des lymphocytes sanguins dans un milieu pauvre en acide folique.
Par contre, la technique, elle a des inconvénients, c'est qu'elle ne permet pas de reconnaître tous les sujets porteurs d'une mutation complète, ni d'identifier les sujets porteurs d'une prémutation. C'est pourquoi que l'étude de gènes FMR1 par biologie moléculaire, qui est devenue la méthode de choix pour le diagnostic de syndrome de X fragile. Malgré que la biologie moléculaire reste la méthode de choix pour le diagnostic du syndrome de X fragile, néanmoins, il faut retenir que le karyotype reste indiqué. Pourquoi? Parce qu'il peut faire le diagnostic et il peut mettre en évidence une autre cassure qui cause le retard mental. Alors, pour le karyotype est une technique indispensable pour le diagnostic de X fragile car il permet d'étudier le nombre et la structure des chromosomes, bien sûr en faisant une culture des lymphocytes sanguins. Par contre, les techniques de biologie moléculaire utilisées pour évoquer le syndrome de X fragile sont le Southern blot et l'amplification par PCA. Le Southern blot, c'est la méthode la plus fiable. Pourquoi? Parce qu'elle permet de déterminer la taille de triplet CGG et la méthylation de xylo-CpG. Et aussi, c'est une méthode qui peut être réalisée sur toutes les cellules nucléées, à savoir les leucocytes, les cellules amniotiques et les villosités choriales. Et pour ce qui concerne l'amplification par PCR, l'avantage c'est qu'elle permet de déterminer avec précision la longueur de trinucléotide CGG lorsqu'elle-ci est inférieure à 200, c'est-à-dire on est dans le cas d'une prémutation. À noter aussi qu'en absence d'une mutation classique, et si le phénotype est très évocateur de syndrome de X fragile, on peut rechercher une mutation ponctuelle ou une délétion. Pour le diagnostic clinique, il faut savoir que les signes diffèrent selon le sexe et le statut muté ou prémuté de l'individu. On va commencer par les symptômes chez les individus porteurs d'une mutation complète et on commence par le sexe masculin. Chez l'homme adulte, il y a une triade caractéristique qui sont retard mental plus ou moins sévère, visage allongé avec de grandes oreilles décollées et la macro-orchidie ou le syndrome de Martin-Ebel, les rois, augmentation de volume des testicules. Or, 40%, on ne trouve pas cette triade. 10% des cas, on a un retard modéré avec une macro-orchidie sans dysmorphie. Et 20 à 30%, la macro-orchidie, elle est absente. Mais le retard mental peut être le seul symptôme. Pour le garçon, les signes sont moins spécifiques avec une dysmorphie faciale absente ou atypique. Chez les garçons inférieurs à 5 ans, généralement, on retrouve un retard de langage avec un retard psychomoteur ou des troubles de comportement. Pour les garçons entre 5 à 10 ans, le retard de langage est prédominant et quasi constant avec des troubles de l'attention et signes autistiques. Les enfants ados sont anxieux, agressifs, coléreux et certains peuvent présenter même augmentation de la taille et macrocéphalie, reflux gastro-œsophagien et certains sont obèses, ce qui peut évoquer le syndrome de Prader-Willi. À noter que les signes sont inconstants et aucun n'est pas de gnomonique de ce syndrome. Le quotient intellectuel chez les garçons atteint varie et peuvent présenter un déclin progressif des performances avec l'âge. Le sexe masculin, maintenant le sexe féminin. La clinique, elle est variable et n'apparaît que dans le cas d'une mutation complète. Alors, 40% des cas sont normaux et 60% des femmes présentent un retard psychomoteur léger à modéré, parfois limité à des difficultés pour le calcul, problèmes de concentration, troubles de comportement et de la relation. C'est-à-dire les femmes sont timides, présentent une anxiété massive et tendance dépressive. Le diagnostic est très difficile à évoquer sur le seul phénotype. On a parlé sur les individus qui portent une mutation complète, donc automatiquement sont atteints du syndrome de X fragile, donc sont classés. Ici, les individus portent une prémutation. Alors, on a déjà une prémutation, c'est-à-dire le nombre de CGG, le trinucléotide, il est inférieur à 200. Chez un homme, il peut présenter un syndrome de neurodégénératif nommé FXTAS. C'est le fragile X Associated Tremor Ataxia Syndrome. Le syndrome HADA, il touche généralement un homme supérieur à 50 ans.
il présente une ataxie cérébelleuse, trouble intentionnel, neuropathie sensitivo-motrice et déclin cognitif. Par contre, la femme, si elle porte une prémutation, son développement psychomoteur il est normal, mais ce qu'elle peut présenter, une ménopause précoce. Pour le conseil génétique. Alors, il faut savoir que le conseil génétique, il est très difficile à faire, il est délicat. Pourquoi? En raison du mode complexe de transmission de syndrome de l'ex fragile. Il nécessite certaines conditions. Déjà, il faut diagnostiquer le syndrome de l'ex fragile chez un enfant ou chez un adulte. Il faut faire l'arbre généalogique de la famille et bien l'analyser. Il faut avoir les résultats des examens de biologie moléculaire des parents et de la famille qui permettent d'établir le risque de chaque membre de la famille, celui de la descendance de chacun. Et le plus important, c'est de connaître la constitution moléculaire de la mère qui est conductrice obligatoirement de syndrome de l'ex fragile. À noter qu'il n'y a pas une néomutation de ce syndrome. On peut avoir deux cas. Si la femme, elle porte une mutation complète, la maman, elle transmet l'affection à ses enfants sous forme d'une mutation complète automatiquement. Mais si la femme a une prémutation, elle va transmettre l'anomalie sous forme d'une prémutation ou bien mutation complète. Alors, passage d'une prémutation à une mutation complète, il dépend uniquement de la taille de triplet de CGG. On passe maintenant au diagnostic prénatal. C'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Le diagnostic prénatal, c'est un ensemble de pratiques médicales ayant pour but de détecter certaines anomalies ou une affection grave in utero chez l'embryon ou chez l'enfant. Pour le diagnostic prénatal du syndrome de l'ex fragile, il est proposé uniquement aux femmes ayant une prémutation ou une mutation complète. Le diagnostic prénatal, il est effectué chez la femme enceinte, soit à 12 semaines d'aménorrhée à partir de l'étude de biopsie de villosité choriale, soit à partir de cellules fétales prélevées par amniosynthèse pendant 16 à 17 semaines d'aménorrhée. Bien sûr, on va réaliser le karyotype, qui est un examen chromosomique. Pourquoi? Pour connaître le sexe du fœtus et faire la biologie moléculaire qui est un examen spécifique pour évoquer le diagnostic de syndrome de l'ex fragile. Une étape très importante, c'est de faire une consultation génétique avant de faire le diagnostic prénatal. Pourquoi? Pour expliquer aux parents les différents résultats possibles. Par exemple, si le fœtus il est normal ou prémuté, il n'est pas atteint de syndrome de l'ex fragile, mais le garçon prémuté, on a dit qu'il peut développer le syndrome neurodégénératif. Donc, le conseil génétique, il est délicat et pose des problèmes éthiques dans ce cas. Le deuxième cas, si le garçon porte une mutation complète, donc c'est un porteur de syndrome de l'ex fragile, donc présente le retard mental. Par contre, le troisième cas, si la fille porteuse une mutation complète, c'est un problème complexe. Parce que qu'on a 40%. On peut avoir des filles asymptomatiques, 60% ont des troubles divers. On va dire que la décision concernant la grossesse est difficile à prendre pour les parents, ce qu'il faut accompagner sur le plan psychologique. On finit le cours par la prise en charge du syndrome de l'ex fragile. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement étiologique puis c'est une affection génétique, mais les enfants atteints, ils peuvent bénéficier d'une prise en charge spécifique socio-éducative. On a la stratégie éducative lors des premières années, c'est-à-dire il faut les accompagner pour leur développement, les stimuler, les aider à découvrir l'environnement, manipulation des jouets, salut de l'entourage, jouer avec les autres. On a la stratégie éducative de plus jeune âge à l'âge adulte, elle concerne l'évolution progressive vers l'autonomie, vers l'amélioration de la communication et vers la diminution de troubles de comportement. Bien sûr, la stimulation doit persister. Pour la scolarité, l'intégration scolaire normale de la maternelle au primaire, puis un enseignement spécialisé en raison d'un déficit intellectuel et troubles de comportement. On a aussi la prise en charge médicale et paramédicale. Elle concerne l'orthophonie, psychomotricité, kinésithérapie, aide d'un psychologue éducateur, surveillance ophtalmologique ORL et cardiaque et traitement symptomatique par les antidépresseurs et tranquillisants. Et en dernier, il faut dépister précocement pour un accompagnement adapté dès le plus jeune âge et prévention de la famille.